Salut à tous, ravi de vous retrouver. Le débriefing F1 sur motorstv.com. Aujourd'hui, spécial Grand Prix de Monaco en présence de votre serviteur, certes, mais surtout de Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. C'est ici et c'est nulle part ailleurs. Voilà, On est d'accord. Alors, on est un petit peu encore sous l'émotion de Indianapolis, moi je le dis franchement, puisqu'on a commenté ça avec Patrick Rivet également et qu'on a pris, comme d'habitude, un plaisir immense à voir cette grande course américaine avec un final absolument exceptionnel. On n'a pas été déçus, hein, Jean-Luc? Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. De toute façon, ils le disent là-bas, c'est le plus grand spectacle in racing, en course automobile, et moi je souscris à 200%. On va parler évidemment du Grand Prix de Monaco, mais le plus grand spectacle, il est là, 300 000 spectateurs, des vitesses de 380 km/h, des moyennes de 350, et puis une bataille jusqu'au dernier moment. Enfin, c'est magnifique, c'est la course, c'est the race. Pour moi, il n'y a rien au-dessus. Voilà, 600e à l'arrivée entre Ryan Hunter est vainqueur, Helio Castroneves 2e, Sébastien Bourdet formidable 7e, Simon Pagenaud 12e. Voilà, nos Français se sont montrés, bravo à eux. Et puisque Sébastien Bourdet est un ancien pilote F1, eh ben, on va donc quand même parler de ce Grand Prix de Monaco. Et regardez les rediffs sur l'antenne de Motors TV si vous ne l'avez pas vu en direct. Voilà. Alors, si vous ne le savez pas aussi, vous savez que c'est Nico Rosberg qui est bien le prince de Monaco. 2e victoire consécutive dans les rues de la Principauté. Mais il faut bien avouer que ce qui a fait l'essentiel du week-end et de cet environnement F1, c'est bien la guéguerre qui maintenant a commencé entre lui et Lewis Hamilton. Donc j'aurais pas mal de questions à te poser à ce niveau, Jean-Luc, mais commençons par cette victoire de Nico Rosberg qui avait besoin vraiment de gagner ici à Monaco. Ça fait quelques semaines qu'on se disait, là, s'il ne gagne pas à Monaco, ça sera embêtant pour lui. Il l'a fait. Alors, je crois que c'était effectivement quelque part un tournant du championnat. On peut déjà le dire avant même que le championnat soit terminé. Pourquoi ? Tu l'as évoqué, pour au moins 2 raisons. La première, Nico n'avait pas gagné depuis le premier Grand Prix en Australie. Or, ce Grand Prix, Lewis Hamilton ne l'avait pas terminé pour des raisons techniques. Donc, effectivement, il avait besoin de prouver, de prouver à tout le monde, à son écurie et évidemment aux fans de F1, qu'il était capable de dominer Lewis sur le terrain, non pas par défaut, première chose. Derrière, évidemment, Lewis avait aligné 4 victoires de rang. De fait, il avait pris le championnat du monde, le commandement, avec 100 points, tout rond, contre 97. Bref, c'était le tournant de l'histoire, et tu l'as dit, il l'avait emporté ici même il y a 1 an, devenant le prince de Monaco, il récidive, il est couronné à nouveau pour la 2e fois. Donc je crois qu'il y a un aspect psychologique qui est extrêmement important, et tout ça, évidemment, ça partait de la pole. Alors on va y revenir, mais effectivement, c'est un tournant du championnat. Bon, donc Nico Rosberg a bien gagné, mais dès le samedi, eh bien, il y a eu de la zizanie chez Mercedes, puisqu'il y a eu cette fameuse erreur de Nico Rosberg qui fait que drapeau jaune, et Lewis Hamilton derrière ne peut pas améliorer. Et on comprend que Lewis Hamilton accuse plus ou moins un mot clair, oui. Nico Rosberg de l'avoir peut-être fait exprès. Jean-Luc, quel est ton avis sur cette question ? Alors, la réponse à la question, non. Moi, aujourd'hui, j'accorde du crédit à Nico Rosberg pour plusieurs raisons. La première raison, toute sa carrière démontre que ce n'est pas un pilote tordu. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu l'habitude de faire des coups de cette nature-là. Alors, peut-être il y est venu, on le saura plus tard et tu vas voir ce que je vais évoquer. Pour d'autres, je suis désolé, je commence par préciser avant tout, et je ne leur dirai pas 2 fois, qu'évidemment c'est à Michael Schumacher que je fais allusion. Ah oui. Je suis désolé de son état, mais il faut dire les choses. Nous, on a de la mémoire, on est journaliste, on connaît notre métier, je prétends le connaître, et donc on va rappeler des faits marquants. Donc tout ça vient évidemment de l'action de Michael Schumacher. Lorsqu'il détient la pole position, il apprend, et là c'est très clair, il est en fin de tour, il arrive à la rascasse, il apprend que Fernando Alonso est en train d'améliorer considérablement sa pole, et là délibérément, à 16 km/h, la télémétrie en atteste, à la sortie donc du virage de la rascasse, il vient percuter le rail sans abîmer la voiture. Je te précise, bon, c'est un scandale absolu, d'ailleurs ça fait un scandale. Il a été pénalisé sur le moment. Il a été rétrogradé, il l'avoue après, donc c'est odieux, c'est scandaleux. Alors maintenant, qu'on puisse accuser Nico Rosberg, pourquoi pas, c'est pas un ange, même s'il a une gueule d'ange, il y a peut-être un démon qui sommeille. Mais l'avenir le dira, parce que Michael Schumacher, dans toute sa carrière, il a démontré à de nombreuses reprises, et moi je dirais a posteriori, tu te rappelles du premier titre qu'il avait décroché à Adélaïde, au détriment de Damon Hill. Oui. Quand il perd la voiture et il revient en piste, il percute Damon Hill. Et moi, le premier, j'avais dit non. Il ne l'a pas fait exprès, bien sûr. Je ne l'avais même pas supposé. C'était envisageable, mais on avait dit non, il a perdu la voiture. Ben non, avec tout ce qu'il a fait après, on a bien compris qu'il l'avait fait exprès de percuter Damon Hill pour être champion du monde. Donc, on ne va pas revenir non plus aux histoires Prost-Senna, etc. par la suite. Mais je veux dire qu'un pilote, sur l'ensemble de sa carrière, il démontre qui il est vraiment. Alors, on va tenir Nico Rosberg à l'œil. Il ne s'agit pas de le parer de tous les mérites dès le départ, comme ça, à blanc, je dirais. Mais
moi je lui accorde le crédit. Je ne peux pas penser qu'un pilote de Formule 1, et les situations sur le terrain étaient différentes, c'est-à-dire qu'il était dans son dernier tour, il savait très bien que son équipier derrière attaquait comme un malade, lui aussi, il tente un freinage à Mirabeau qui est extrêmement piégeux. On a vu de nombreux pilotes se faire piéger à cet endroit-là, dans le passé et là actuellement. Donc il attaque, il se loupe, il tire tout droit. Moi, sinon, alors l'aspect rotor, en plus, Hamilton était juste derrière. Il n'avait pas le temps d'Hamilton, et j'insiste lourdement, il ne l'avait pas à ce moment-là, puisque l'intermédiaire entre le premier secteur et le deuxième secteur, c'est juste dans le freinage de Mirabeau. Donc il ne connaissait pas la manière, il supposait qu'Hamilton allait attaquer comme un malade, mais il n'avait pas le résultat. Donc là, c'est retors, c'est pervers et c'est sournois. Pour le moment, moi j'accorde donc le bénéfice du doute dans le bon sens à Nico Rosberg, qui de surcroît a été blanchi par les autorités qui ont fait une enquête. Ouais, voilà. Non, mais difficile de croire que ce soit à ce point-là calculé et exécuté de la part de Nico Rosberg, en tout cas. Je te dis, ce serait vraiment machiavélique, quoi. C'est le mot. Et là, c'est différent de la situation qu'on a connue avec Schumacher. Donc déjà, et là, je vais être encore plus méchant, suspecter de la part d'Hamilton qu'il l'ait fait exprès, ça veut dire qu'Hamilton, lui, est capable de faire ça. Et ça, c'est plus grave pour l'avenir. Ça veut dire que Hamilton, là, pour moi, il a commencé à se mettre hors jeu. Et lui aussi, on va le surveiller de près. Parce que ça veut dire qu'Hamilton, il est capable de suspecter que le type qu'il connaît depuis 15 ans, avec qui il s'est battu sur toutes les pistes du monde, il est capable d'un coup tordu comme ça. Donc ça veut dire qu'Hamilton, lui, est capable de le faire. Écoute, je vais enfoncer le clou par rapport à ce que tu viens de dire, parce qu'on a quand même le sentiment que c'est Hamilton qui, à chaque fois, met, entre guillemets, la mauvaise ambiance. Alors, dans la course, ils sont restés la majorité du temps à 1 seconde l'un de l'autre. Hamilton, à un moment donné, gueule, pardonnez-moi d'expression, parce qu'on ne l'a pas arrêté au bon moment par rapport à la voiture de sécurité. Donc il y a encore là aussi une mauvaise ambiance. Ça commence à être une pleureuse. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un truc que lui va estimer anormal, on est vraiment au paroxysme du Prost-Senna. Et d'un seul coup, d'un seul en plus. Parce que bon, il fallait bien s'y attendre. On l'avait évoqué ici même en disant combien de temps Mercedes va laisser ces deux pilotes se battre. Est-ce que l'ambiance entre les deux pilotes, là, je dirais, on a retrouvé la hache de guerre qu'avaient enterré Ayrton et Alain à l'époque. On l'a retrouvée, c'est la même. Et là, on n'a pas fini jusqu'au terme de la saison. Alors évidemment, ça va créer, effectivement, ici, on va beaucoup en parler. À chaque fois qu'il va y avoir un truc, on va dire mais là, est-ce que là. Bon, voilà. Alors attends, surtout que tu parles de Senna, mais t'as vu, puisque samedi, gros climat de suspicion d'Hamilton sur Rosberg, climat glacial entre les deux. Et Hamilton déclare publiquement on va sortir ça comme Senna l'a fait en son temps. Mais j'ai pas bien compris ce que ça veut dire. Mais personne n'a compris, et même pas lui. Je pense qu'il connaît même pas son sport à ce point-là. Moi, je suis désolé. Qu'est-ce qu'a fait Ayrton effectivement, ça veut dire qu'il va sortir. Alors, si je traduis clairement, ça veut dire au Japon 90, c'est ça. Voilà, parce que là aussi, on va laisser le mystère sur le Japon 89, où là aussi, entre l'histoire d'Alain Prost et d'Ayrton Senna, on connaîtra jamais le fin mot de l'histoire, puisqu'il n'y en a qu'un qui le connaît. On est d'accord Et lui, il n'a jamais rien dit. Et il peut toujours le dire, mais il ne l'a jamais dit. Bon, d'accord. On passe maintenant à l'année d'après. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Ayrton Senna? Il a sorti Alain Prost et il l'a avoué 1 an plus tard. Donc, c'est ça que veut faire Lewis Hamilton. Alors, je peux te dire que la première fois où il va toucher, Nico Rosberg, on saura que c'est fait exprès. Bon, alors, il y a la récrimination pendant le Grand Prix sur la mauvaise gestion stratégique, on est bien d'accord. Donc, ensuite, il y a l'histoire de l'œil. Bon, écoute. Chacun a le droit d'avoir une poussière dans l'œil et d'avoir un vrai handicap. Mais je sais pas, tu as interprété ça d'une autre façon. Depuis combien de décennies tu as entendu parler d'un pilote qui avait un truc dans l'œil? Moi, je réfléchis, ça peut arriver à tout le monde. Mais enfin, là, je veux dire, après, ça va être un ongle incarné. Après, non, mais c'est du grand n'importe quoi. Bon, donc tu dis que c'est une mauvaise excuse pour le. Évidemment. C'est-à-dire que là, il est derrière, il donne tout ce qu'il a. Et encore une fois, on remet en rien le talent en cause. Je crois qu'il faut bien scinder les choses. Le talent d'Hamilton, je l'ai dit ici même. Là, je vais modérer un tout petit peu mon jugement. Je pense qu'intrinsèquement, il est toujours un tout petit peu plus rapide que Nico Rosberg, malgré la pole. Et pourtant, là, 2 poles d'affilée, 2 victoires à Monaco, puis ça pèse. Parce que, comme on l'a dit, on ne va pas évoquer Schumacher 5, Ayrton, machin, Alain 4. Enfin bon, c'est du très lourd, Monaco. C'est vraiment un critère. Donc là, je dirais que Rosberg, on va voir dans les courses qui viennent. Mais peut-être que lui aussi, il a eu un déclic. Et peut-être cette situation maintenant extrêmement tendue, et ça, c'est la marque des grands champions, c'est le surcroît d'énergie, le surcroît de talent, le surcroît d'engagement qui fait la différence. Peut-être qu'Hamilton, et peut-être qu'il le sent, il est un tout petit peu plus rapide que Nico Rosberg. On va savoir ça bientôt. Bon, je vais encore quand même te cuisiner un petit peu sur le sujet, parce que je crois qu'il n'y échappera pas pendant toute la saison. En attendant l'éventuel accrochage sur piste. Oui, qui va se produire. Oui, on est bien d'accord. Sur 19 Grands Prix, on peut penser que ça va arriver. Absolument. Bon. On en est réduit déjà à observer les signes de relation entre les deux. Donc à chaque fois, les premiers signes évidents, c'est à l'arrivée du Grand Prix. Bon, là, c'était carrément glacial, on est d'accord. Écoute, là où tu parlais d'Indianapolis, là où effectivement Helio Castroneves, qui était peut-être en passe de monter au pinacle vraiment du sport automobile américain avec une 4e victoire à Indianapolis, lui
après la déception qui était terrible à l'arrivée, parce qu'ils perdent de 6 centièmes de seconde, c'est rien du Deuxième tout. écart le plus Et serré on dans se l'histoire. bat sur la piste, mais comme des chiffonniers, mais ça c'est formidable. C'est ça le sport, et c'est ça le sport automobile. Et ben après, il est grandiose, il dit je félicite Ryan Hunter, c'est le meilleur, il n'y a rien à dire, etc. Et ben là, on a Hamilton qui, déjà après les qualifs, regarde absolument pas son équipier, il serre la main du troisième, mais pas après, il serre la main à Ricciardo. Bon, moi je trouve ça lamentable, humainement. Là, c'est vraiment, c'est un gamin gâté, quoi. Alors après, je sais qu'il a même été chercher certaines choses. L'autre, il a dormi avec une cuillère d'argent dans la bouche, et moi j'étais dans la il aurait misère. dit ça. Écoute, à ce moment-là, il fait un autre sport. Enfin, mais on va pas reprocher à quelqu'un ce qu'il est ou ce qu'il a été. Et en quoi ça vient jouer aujourd'hui Nico Rosberg, oui, il est fils de champion du monde. Et alors, je crois que Lewis Hamilton n'a pas eu à se plaindre de personne, ni de son papa, qui a fait tout ce qu'il a pu pour l'emmener jusqu'à la Formule 1, ni de Ron Dennis et de l'écurie McLaren. Donc je crois que c'est très malvenu, c'est dégradant et c'est déplacé. Bientôt, il va accuser les autres de racisme. Non, mais on est en plein délire. Je suis désolé, mais là, il y a un moment, on parle de sport automobile, et tout le reste, ça n'a aucun intérêt. Bon, écoute, en tout cas, ça fait bien une 6e victoire consécutive pour Mercedes. Et ça fait 4-2 pour Hamilton. Mais c'est bien Nico Rosberg qui récupère la tête du championnat du monde. Donc ça y est, le duel, il va continuer jusqu'au bout. Et tu n'échapperas pas à plein d'analyses dans les grands prix à venir parce que je pense qu'effectivement, il y en aura. Écoute, j'ai envie de rompre un petit peu le classement habituel peut-être du Grand Prix pour passer directement à la 9e place où je trouve Jules Bianchi. Allez, un petit accessible quand même, enfin plus qu'un petit, plus que ça. pour Jules Bianchi, qui offre donc ses premiers points à Marussia, qui s'offre ses premiers points à lui et qui a fait une course si géniale. Écoute, il a fait une course absolument fantastique, d'ailleurs qui a été saluée déjà par la Scuderia Ferrari. Il faut rappeler qu'il est quand même dans le sillage, c'est un des pilotes Ferrari. Donc à un moment où Raikkonen prend un départ d'enfer, certes, mais après foire un peu sa course. J'ai bien aimé son freinage à 2 à l'heure pour zut, je peux pas tourner. Bon, là, on ne comprend pas très bien, non plus, un pilote de son expérience. Bon, il n'y est pas, Raikkonen, cette année. Là, il a pris un super départ, c'est génial. Mais après, la preuve, il ne sait pas gérer la course comme il faut. Il n'est pas bien dans la voiture, il ne sait pas bien l'utiliser. En tout cas, il est à 100 coudées d'Alonso, c'est clair. Donc, chez peut-être Ferrari, on se pose des questions. Donc, Jules nous sort, puisqu'on revient à lui, nous sort un Grand Prix formidable avec une modeste Marussia Ferrari, relégué de surcroît en fond de grille parce qu'on lui change la boîte, pénalisé en course, il prend 5 secondes parce qu'il était sur la mauvaise position sur la grille de départ. Bon, ils étaient 3 ou 4 comme ça, moi je veux bien. Bon, en tout cas, on peut dire qu'il en a pris des beignes et il a jamais baissé les bras, il a continué à attaquer comme un malade, il remonte sur le terrain, n'oublions pas, il est 8e, mais comme il se reprend une pénalité, effectivement, il laisse la place à Romain Grosjean. C'est exceptionnel ce qu'il a fait, c'est l'un des héros de Monaco, et là je peux te dire, faire ça à Monaco, tout près de chez lui, moi je suis ravi pour tout le monde, je suis ravi pour Mauro Bianchi qui sûrement nous regarde et que je salue affectueusement, je suis ravi pour tout le monde. Voilà, donc effectivement, super, bravo à Jules Bianchi. Du côté de Red Bull, Ricciardo, ça y est, au championnat, est devant Vettel. Et on a le sentiment, Jean-Luc, que c'est normal, finalement, depuis le début de la saison. Ricciardo a été meilleur, il monte encore sur le podium hier. Alors bien sûr, Vettel est handicapé tout de suite par un problème mécanique. Mais Ricciardo est bien, hein. Ricciardo, il est mieux que bien, parce qu'effectivement, là, il totalise 54 points, on le voit. Vettel, donc, qui malheureusement a ce problème mécanique, ne bouge pas à 45, et je rappelle quand même qu'on lui enlève, de manière injuste de mon point de vue, à lui pilote, les 18 points de sa 2e place en Australie chez lui. Je te laisse calculer. Il serait 2e au championnat. Voilà. Enfin, 3e, il y en a deux qui sont en ça, jeu. voilà. Donc, il serait 3e au championnat devant Alonso, et il le mérite. Ricciardo, là aussi, lui, il a la banane tout le temps, il est heureux de tout ce qui lui arrive, et c'est que du bonheur, ça. Moi, je dis avoir un pilote comme ça. Alors, ok, on sait que c'est sa marque de fabrique, la banane, les dents blanches, etc. Mais c'est quand même plus agréable d'avoir un type heureux de tout ce qui lui arrive, même quand on le déclasse de son Grand Prix national, que d'avoir quelqu'un qui fait la tronche tout le temps. Et là, il y en a un au moins dont on sait qu'il va faire la tronche tout le temps. Voilà. Jean-Éric Vergne, dis donc, je suis vraiment déçu pour lui parce qu'on a le sentiment qu'il se défonce. Et à chaque fois, je ne vais pas dire c'est son équipe qui lui coûte cher, mais enfin un petit peu quand même. Là encore, cette sortie des stands, on voit bien que on va échapper de peu au contact. Et après, il est pénalisé, mais pas l'équipe. Alors là, c'est effectivement une erreur de l'équipe, c'est manifeste, et c'est le pilote qui prend, comme toujours. Moi, là, une fois, je milite une nouvelle fois pour les pénalités, qu'elles soient en points au championnat constructeur, parce que c'est des gros milliers de dollars à la fin de la saison, ou bien justement une amende en argent, mais qu'on ne pénalise
pas le pilote des fautes dont il n'est pas responsable. Ça me paraît complètement stupide, et surtout à chaud comme ça, qu'on applique après 50 000 $ d'amende à Toro Rosso parce que la manœuvre était extrêmement dangereuse. On a vu les mécanos de l'autre équipe qui attendaient, c'est passé un chouïa, les deux voitures se seraient touchées, là il y aurait eu des dégâts. Ça pouvait faire très très mal, donc ça c'est extrêmement dangereux, mais le pilote il n'y est pour rien, il ne voit rien, il est assis dans sa monoplace, il attend qu'on lui lève la sucette ou qu'on allume le feu, et il démarre. Lui, il part du principe que le pilote, le sucette-man, là, a fait son boulot et qu'il a regardé s'il n'y avait pas de voiture qui arrivait. Donc voilà, effectivement, et Jev, alors aussi un des princes de Monaco, parce qu'une superbe qualif, vraiment formidable, une superbe course, et puis bon, malheureusement, qui est un peu ruiné. Alors c'est vrai que chez Renault, j'ai eu quand même un peu peur parce que, écoute, j'ai vu Maldonado qui prenait pas le départ. J'ai vu Kvyat qui a abandonné, j'ai vu Vettel qui a abandonné. Bon, ça a fait mal au début pour les moteurs Renault. Écoute, oui, indubitablement. Je suis pas un peu sévère, mais quand même. Non. Tu sais qu'il y a un nouveau carburant qui a été apporté par le pétrolier Total, pour le citer. On n'est pas d'accord avec Total, nous, on peut y aller. Donc c'est eux qui ont travaillé sur un nouveau carburant qui effectivement procurerait entre 12 et 15 chevaux supplémentaires. Mais surtout, apparemment, peut-être justement un meilleur remplissage à bas régime, ce qui est aussi le problème des moteurs turbo, c'est-à-dire moins brutal, plus onctueux. Donc, admettons, on travaille la main dans la main, évidemment, avec Renault, et j'en reviens à ta question posée. On sait que le président Carlos Ghosn, le président de l'Alliance, était là, a dit que l'engagement de Renault en Formule 1 était durable et qu'il était important, etc. On est encore un ton en dessous, et surtout en matière de fiabilité. Alors, on a peut-être développé des choses. Alors, je préfère toujours parler de Power Unit, puisque tu ne sais jamais d'où ça vient. Aujourd'hui, avant, c'était assez simple, à part Ferrari qui disait « c'était une petite problème électrique quand tu avais le moteur qui explosait et que tu avais de la fumée pendant 200 mètres ». Bon, mais là, on a vu de la fumée derrière pour certaines machines, et d'ailleurs, il y a eu un moteur Mercedes qui c'est vrai aussi. Bon, c'est vrai que Renault n'est pas encore tout à fait bien, quoi. Ça, c'est parfaitement clair. Il y a encore des progrès à faire. Ok, en tout cas, Romain Grosjean, finalement, meilleur Français à Monaco, avec sa 8e place, même si sur le terrain, c'est plutôt... Il récupère ça de la pénalité qui est appliquée. En tout cas, bravo d'avoir quand même tenu bon, si j'ose dire. McLaren, c'est mieux là. Même Magnussen, sans l'histoire Raikkonen, pouvait espérer un très bon positionnement pour son premier Grand Prix de Monaco. Oui, Magnussen, c'est pas mal. Button, il récupère bien. Button, il est solide. Il commet pas d'erreur. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Et puis devant, comme on en commet, comme il y a des erreurs, comme il y a des abandons, il récupère une belle place. C'est bien payé. C'est bien payé. Puis c'est loin quand même. C'est très très loin. Ils y sont pas encore, c'est clair. On peut pas se contenter chez McLaren de 6e et 10e. Non, en performance, on est loin. On est loin. Bon, écoute, je crois qu'on a tout dit. Dernier chiffre, peut-être, vous citez. Mercedes, 240 points. Red Bull Renault, 2e au championnat constructeur, 99. C'est hallucinant cet écart. Et si tu veux bien, on complète avec les points pilotes. 122 points pour Rosberg, nouveau leader, puisqu'il l'a repris. Donc 118 pour Hamilton, 61 pour Alonso. C'est-à-dire il a déjà le double de points. Là, c'est dramatique. Après 6 Grands Prix, rendez-vous compte, il y en a 19. Oui, c'est pas fini. Bon, en tout cas, on attend l'étincelle qui va mettre encore plus que maintenant le feu aux poudres chez Mercedes. Mais il y aura déjà à dire sur Mercedes. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon, écoute, merci Jean-Luc pour être venu nous donner toutes tes impressions sur ce Grand Prix de Monaco. On se retrouve bientôt sur motorstv.com pour le Grand Prix du Canada. C'est ça. Allez, salut à tous, merci.